Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais bien sûr vous parler du dernier épisode qui fait l'actualité économique en ce moment, qui est la faillite de la banque SVB, pour voir les conséquences que ça pourra avoir à la fois pour le court terme et le plus long terme. Alors cette banque SVB, c'était une banque qui a à peu près, qui pèse 250 milliards de dollars d'actifs, donc c'est une banque régionale de taille moyenne qui était spécialisée dans le financement de start-up du secteur technologique ou dans la gestion des comptes de ces entreprises. Donc c'était une banque vraiment très monoproduit, très spécialisée. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour créer cette faillite? Les deux principales causes sont bien sûr la hausse des taux de la Fed et la réduction globale de la liquidité disponible via la réduction de la taille du bilan de la Banque centrale américaine. Vous pouvez la voir ici, cette réduction sur la courbe rouge, donc la Banque centrale américaine qui réduit la taille de son bilan. On le voit également sur ce graphique-là. Donc cette réduction de taille du bilan, on est passé d'à peu presque 9 000 milliards de dollars à 8 350 milliards de dollars aujourd'hui. Donc, alors, j'ai expliqué un peu comment ces causes ont créé cette faillite. Cette banque spécialisée, jusqu'ici, elle avait pour clients des startups techno, donc tant que les taux d'intérêt étaient très bas, elle trouvait très facilement à se financer sur le marché dans un contexte de liquidité abondante, soit auprès de la banque SVB via des prêts ou carrément des participations en capital risque, ou bien via des levées de fonds en private equity qui se faisaient ailleurs. Et ces sociétés déposaient ensuite leur liquidité auprès de la banque SVB, qui cherchait évidemment à obtenir des revenus et qui, dans un contexte de taux d'intérêt bas, a simplement investi en bons du trésor américain à relativement long terme pour avoir quand même un petit peu de rendement. Ensuite, la hausse des taux d'intérêt est arrivée. Les clients de SVB qui étaient des startups techno, du coup, on trouvait beaucoup moins de facilité à se financer sur le marché. Les liquidités ont commencé à s'assécher. Les investisseurs, voyant qu'il y avait des rendements de nouveau ailleurs sur des produits sans risque, ont été plus réticents à s'engager en private equity. Du coup, elles ont commencé à retirer de l'argent de la banque SVB pour financer leurs besoins courants, pour financer la poursuite de leurs activités, en sachant que ces startups techno, en général, sont des entreprises en phase de recherche et développement, donc déficitaires. Elles n'ont pas de chiffre d'affaires important qui va générer des bénéfices qui leur permettent ensuite de s'autofinancer. Du coup, il y a eu un besoin de liquidité de plus en plus marqué et la banque SVB a dû vendre des actifs qu'elle avait. Et le problème, c'est qu'elle a subi des pertes importantes sur ses actifs à cause de la hausse des taux d'intérêt. Quand on a un portefeuille en bons du trésor, en obligations d'État à long terme à 10 ans, et que les taux d'intérêt passent brutalement de 1% à 5% ou quelque chose de ce genre-là, le cours de ces obligations baisse assez sensiblement. Ça peut être une baisse supérieure à 10% selon la maturité de l'obligation. Et du coup, la banque a subi des pertes et a réalisé une augmentation. Elle a cherché à réaliser une augmentation de capital qui a déclenché une panique et un bank run. Et donc vous connaissez la suite. Maintenant, la conclusion de tout ça. Alors, c'est pas un événement dramatique en soi. C'est une banque qui pèse 250 milliards. Si elle fait 10% de perte sur son actif, ça va faire 25 milliards. Même si elle subit une perte à 15%, ça va pas être absolument énorme pour l'économie américaine. C'est pas ça qui va faire dérailler le système financier. Par contre, ça révèle une chose, c'est que la Fed a sans doute atteint un point critique, c'est-à-dire que si elle continue ses hausses de taux, et si elle continue la réduction de la taille de son bilan pour lutter contre l'inflation, ce genre d'événement risque de se multiplier à l'avenir, et là, ça va commencer à poser des problèmes. Donc là, c'était une banque d'investissement très spécialisée, très monoproduit, donc sensible évidemment
à la hausse des taux plus que les autres, mais derrière on a tout le secteur du commercial, de l'immobilier commercial, donc il y a pas mal de banques régionales très exposées à l'immobilier commercial. Et ces banques, on a un exemple ici avec Valley National Bank Corp, commencent à susciter des inquiétudes importantes sur le marché. Donc vous voyez le graphique de cette banque qui est passé de 12,6 à moins de 10 dollars en très peu de temps à cause de ces inquiétudes croissantes. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? La Fed va sans doute devoir arrêter ses hausses de taux assez rapidement, beaucoup plus rapidement que prévu. C'est un problème pour elle parce qu'elle n'a toujours pas réussi à enrayer totalement l'inflation qui reste élevée. Elle est vraiment prise entre deux feux. Au niveau de la courbe des taux, donc de la courbe 10 ans moins 2 ans, jusqu'ici on était dans une situation de forte inversion. On avait dépassé les 100 points de base d'inversion, ça devait être vers le 8 mars, on était à 107 points de base d'inversion, donc c'était énorme, c'est des niveaux qui n'ont pas été vus depuis plusieurs décennies, si on regarde l'ensemble de la courbe, vous allez voir qu'il faut remonter aux années 80 pour trouver des inversions aussi importantes. Brutalement, on est passé donc d'une inversion en dessous de 107 points de base à un niveau qui est inférieur à 50 points, donc la moitié du chemin a été déjà retracé. Et classiquement, lorsque on a cette courbe des taux, l'inversion de la courbe des taux va vous annoncer l'arrivée d'une récession dans le futur, mais sans que ce soit immédiat. Et dès que la courbe des taux se repentifie et qu'on ressort de l'inversion, ce qui pourrait arriver très rapidement au rythme où les choses évoluent en ce moment, là on a un signal de déclenchement de récession à brève échéance. Donc le fait que la Fed doive arrêter ses hausses de taux et qu'on voit maintenant les taux d'intérêt à 2 ans commencer à baisser fortement, c'est-à-dire que le marché anticipe déjà que la Fed va changer son fusil d'épaule et baisser ses taux dans les trimestres qui viennent, ça annonce l'arrivée imminente, on va dire pas imminente dans les semaines qui viennent, mais sans doute dans les 2 trimestres qui viennent, d'une récession aux États-Unis. Au niveau des conditions financières en ce moment, on n'a pas pour l'instant de signaux d'alarme particulièrement marqués. Ici, vous avez le spread de taux Italie-Allemagne, vous voyez, on était à 192 points de base. On reste dans la fourchette d'évolution des dernières années, il n'y a pas eu de signaux particuliers. Sur d'autres indicateurs, alors on a les CDS, donc les contrats pour se protéger d'un défaut de l'État américain qui commence à donner des signaux d'inquiétude. On est au plus haut quand même sur le CDS 5 ans depuis 2011-2012. Sur celui à 1 an, on est carrément au niveau de 2009, mais là, sont plus des anticipations de discussions politiques sur le plafond de la dette. Il faut qu'à chaque fois, il y ait une autorisation du Parlement américain pour pouvoir relever le plafond de la dette et les négociations s'annoncent très difficiles. Donc le marché craint que ces négociations engagent potentiellement un risque de défaut temporaire des États-Unis. C'est peu probable, mais on a un signal de tension à ce niveau-là. Sur les obligations à risque, il n'y a pas de gros signaux. Alors je vais retrouver le graphique. Voilà, on est ici sur le graphique. Donc là, c'est un rapport entre donc les obligations d'État à long terme américain et les obligations à haut risque qui sont le code JNK sur StockCharts. Vous voyez qu'on était à un point bas, donc on avait un appétit pour le risque maximum à l'automne 2022, des choses qui ont été pratiquement jamais vues. Et là, on remonte, donc l'aversion au risque commence à remonter, on commence à s'inquiéter, mais ça reste encore à des niveaux tout à fait modestes, rien à voir avec ce qu'on pouvait observer en 2009 par exemple. Mais vous noterez qu'au début de l'année 2008, on était aussi à des niveaux modestes et qu'après, la flambée s'est faite extrêmement rapidement. Donc cet événement, pour moi, ça ne correspond. Certains ont fait la comparaison avec Lehman Brothers. Il faut plus le rapprocher de Bear Stearns, de la faillite de Bear Stearns en mars 2008.
qui était l'événement annonciateur du cœur de crise, plutôt que Lehman Brothers, qui était le paroxysme de la crise. On est encore très très loin, pour moi, clairement, du paroxysme de la crise dans la situation actuelle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors à mon avis, l'événement le plus probable, si vous avez envie de parier sur quelque chose, ça serait de parier sur une baisse des taux à 2 ans américains. Il y a une position, vous voyez ici la position hedging des commerciaux sur ces taux à 2 ans américains et à un niveau acheteur record. Les commerciaux sont la smart money, la monnaie intelligente. Donc s'ils se placent aussi fortement sur ce thème, c'est que probablement, assez probablement, ces taux à 2 ans américains devraient baisser dans les trimestres qui viennent, pour les raisons que je citais, qui est que maintenant la Fed va être bloquée dans ses hausses de taux à cause de cet événement de faillite de SVB. Donc ça, c'est un événement, un des paris les plus probables. Ensuite, on peut parier sur une baisse des taux intermédiaires, les taux à 7 ans, les taux à 10 ans américains, les taux à 5 ans. Là aussi, c'est assez probable que ces taux finissent par baisser dans un mouvement général dans les trimestres qui viennent de retournement à la baisse des taux de la Fed, parce que la Fed va être bloquée dans ses possibilités de hausse de taux. Bon, on voit ici le graphique des taux à 10 ans américains qui a vraiment l'air de plafonner. On a eu un pic à l'automne 2022. Récemment, début 2023, on a eu une remontée temporaire de ces taux à 10 ans. Et vous voyez que ça, là aussi, ça a rechuté très rapidement avec la faillite de SVB. Et bon, on a là aussi une divergence baissière qui se construit. Et bon, ce qui est assez vraisemblable pour moi, c'est qu'on aille nettement plus bas dans les trimestres qui viennent à cause du déclenchement de la récession. Ça ne va pas durer, on risque ensuite d'avoir une poussée inflationniste et ça repartirait à la hausse, mais pour le moyen terme, ça peut être un pari intéressant. Sur les indices maintenant, alors je vous propose de regarder ce qui se passe sur le Wilshire 5000, qui est l'indice qui regroupe la plus grosse partie de la capitalisation américaine. C'est l'indice des valeurs américaines au sens le plus large. Et cet indice, on a eu un rebond vraiment long qui a duré plus de 4 mois depuis octobre 2022 jusqu'à février ou mars 2023. Donc certains pensaient que le marché baissier était terminé. On pouvait logiquement, vu la position des indices européens, le CAC a quasiment égalé ses records donc d'avant le marché baissier de 2022. Donc là aussi on se disait c'est terminé. Il ne faut pas oublier que pour moi l'indice de référence qui guide tous les autres, c'est le marché américain. Quand on voit un graphique de ce type, c'est pas du tout un graphique de fin de marché baissier. On a quelque chose d'assez classique en fait. On a une première vague baissière qui se construit du début 2022 jusqu'à l'automne 2022. Ensuite un rebond qui est certes long, qui dure 4 mois, mais qui a juste retracé la moitié de la baisse initiale. Vous voyez ici on retrace 50% du mouvement de baisse initial. Et là, ensuite, on est en train de sortir de ce canal de tendance haussier temporaire. On l'a cassé avec les mouvements de ces derniers jours. Donc on a plutôt assez clairement, à mon avis, un signal de poursuite maintenant du marché baissier et d'entrée dans la phase la plus dure de ce marché baissier pour les mois qui viennent. En tout cas, pour moi ce qui serait le plus probable. À court terme, on peut tout à fait avoir un rebond technique. On a le VIX qui donne des signaux d'excès de pessimisme vraiment marqués. Donc c'est tout à fait possible qu'on rebondisse avec des annonces des autorités américaines comme quoi elles vont soutenir les banques, elles vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de soucis. Bon, ça c'est possible, mais ça n'empêchera pas, à mon avis, la suite du marché baissier. Là, il faut voir que la Fed elle va sans doute arrêter ses hausses de taux, mais elle ne va pas avoir de marge de manœuvre importante pour relancer tout de suite un déversement de liquidités massif sur le système et baisser très rapidement et brutalement ses taux parce que les tensions inflationnistes sont toujours là. Donc si l'économie commence à glisser en récession, il ne faudra pas attendre un soutien immédiat et massif de la Fed, à mon avis. Elle va être obligée de laisser la récession se développer et donc de laisser le marché baissier en bourse se développer jusqu'à ce qu'elle soit vraiment certaine que l'inflation soit sous contrôle.
Pour ceux qui auraient des doutes sur la nature du rebond technique, du rebond long qu'on a eu depuis 4 ou 5 mois sur les marchés, sont des phénomènes qui arrivent régulièrement dans les marchés baissiers. Je vous montre ici ce qui s'est passé pour le marché baissier de 1929-1932, qui est le plus grand de tous. On avait eu entre novembre 1929 et avril 1930 un rebond qui avait duré à peu près 5 mois, donc c'était un rebond tout à fait long, comparable au rebond actuel. Si vous regardez le marché baissier de 2000-2002, vous avez une série de rebonds longs qui durent plus de 4 mois également. Donc ce sont des phénomènes qui ne sont pas du tout incompatibles avec une poursuite de la baisse. Voilà pour ces commentaires sur les marchés. Donc je pense que si vous avez à prendre des bénéfices, si vous voulez augmenter la part de liquidité dans vos portefeuilles, le CAC il est aux alentours, il est proche de 7100 actuellement, il est à moins de 5% de ses plus hauts historiques. Le moment actuel est favorable, clairement, on va dire dans les séances qui viennent. Il n'y a pas d'urgence absolue à tout vendre aujourd'hui, mais dans les séances qui viennent, vous avez un moment favorable pour prendre des bénéfices sur vos positions actions de façon générale et reconstituer des liquidités. Si vous avez maintenant des inquiétudes spécifiques sur le secteur bancaire, ce sont des questions qui reviennent souvent. Comment faire pour sortir complètement du système bancaire ou partiellement pour limiter le risque d'une faillite des banques? Je vous le redis à chaque fois, le plus probable de loin est que les États vont renflouer systématiquement les banques et reporter à terme le risque sur la monnaie en créant de l'inflation. Donc temporairement, on peut avoir une déflation d'actifs, une baisse générale des marchés d'un peu toutes sortes d'actifs dans les trimestres qui viennent, mais ensuite les actions des banques centrales, des gouvernements vont être inflationnistes. Clairement, ils vont redéverser des liquidités dans le système pour justement éviter un risque de faillite bancaire générale. Donc si vous voulez vous protéger contre ce risque qui est le plus probable, il faudra investir dans le secteur énergie, matières premières, sans le faire forcément massivement aujourd'hui, mais dans les trimestres qui viennent, pour vous protéger de ce risque principal. À ce propos, il y a le portefeuille anti-effondrement que je propose qui est là pour offrir des solutions à la fois face à un risque systémique sur le système financier, mais surtout aussi face au risque de reprise de l'inflation à long terme. Donc il y a à la fois le portefeuille suivi et là j'ai récemment publié un dossier bonus qui donne pas mal d'idées supplémentaires, et on a même là-dedans des valeurs qui sont totalement contre-cycliques. Il y a une valeur notamment qui est capable de tirer profit directement d'une baisse temporaire des prix de l'énergie, c'est-à-dire des prix du charbon, du pétrole, que vous pouvez acheter vraiment pour vous protéger contre un épisode temporaire de déflation d'actifs. Voilà pour ce commentaire général sur la faillite de SVB qui en soi n'est pas du tout dramatique ou dangereuse de façon systémique pour le système financier, mais qui par contre donne un signal d'alerte avancé sur le retour du marché baissier, sur le retour à des conditions beaucoup moins favorables sur les marchés, avec un risque de récession qui se précise de plus en plus, en particulier aux États-Unis qui est le marché le plus faible du moment.